Bonjour. Là, c'est une vidéo en français autour de l'île de Bie. Je réponds encore une fois à la question de Claire Chabert, puisque ma première réponse était plutôt euh, par rapport à cette partie du roman, l'île de Bie, ou la béance des sens. Donc je vous le montre pour ceux qui ne connaissent pas. C'était, je suppose que vous l'avez peut-être vu à l'envers, mais je peux l'écrire à la fin en commentaire. Et donc j'avais déjà fait un commentaire pour Claire Chabert au sujet de l'histoire de Ariabi, la vieille ravie, qui dans sa jeunesse était danseuse et donc avait expérimenté de se transformer pour la danse en différentes sensations de la forme, des sensations de la matière et des corps. Donc c'est comme une forme de concentration, une auto-hypnose dans laquelle on s'imagine avec tant de concentration et de présence et même de détente en même temps à l'intérieur, de naturalité, sous une autre forme que la sienne. Donc on peut aussi pratiquer un changement de forme par rapport à une personne. On pourrait s'imaginer avoir la forme de sa propre maman ou la forme de son papa ou la forme d'un papillon ou la forme d'un chat, etc. Une pierre. Donc ce sont des éléments qui sont pratiqués dans, par exemple, le buto, mais aussi dans des voies spirituelles, mais qui pour la danse sont très très utiles puisque ça permet de ressentir en fait le corps d'une façon différente et de développer donc j'appellerais ça une forme de capacité d'empathie par rapport à d'autres êtres et d'autres sensibilités, mais aussi de se concentrer sur des formes qui sont appropriées à quelque chose dont on a besoin, qu'on a identifié comme étant utile et nécessaire. Ariabi donc se visualise sous forme d'homme et donc j'ai fait le commentaire sur ce passage. Et maintenant je vais faire un commentaire sur le passage précis dont Claire Chabert me parlait. Donc c'est une amie qui pratique aussi le dharma et qui a acheté le livre, elle l'a commandé et puis elle l'a lu et elle a posé des questions. Et c'est ainsi que nous allons mettre en route très tranquillement, en prenant tout notre temps, sans essayer d'aller vite et, comment dirais-je, sans avoir une nécessité d'être très nombreux, on verra. Si on est peu nombreux, c'est bien aussi. Donc de communiquer entre nous et en public en même temps. C'est la grande agora autour de thèmes que l'île de Bie ou la béance des sens aux éditions du Souffle d'Or soulève. Donc ce sont des thèmes très profonds et très importants pour tous les êtres humains depuis toujours, mais en ce moment c'est particulièrement, je crois, approprié de communiquer entre nous sur ces thèmes et de prendre notre temps dessus parce que ce sont des thèmes vitaux de la vitalité. Ce ne sont pas des thèmes en fait qui défendent une opinion ou qui proposent des solutions à des problèmes, c'est plutôt des thèmes qui ouvrent la possibilité de communiquer entre nous par rapport à une réalisation que nous pourrions ressentir et vivre et expérimenter et qui donne des preuves justement par la manifestation dans sa vie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a changé dans le sens vraiment de souffrir moins et de causer moins de souffrance et dans le sens aussi de sentir qu'il y a une certaine clarté, une possibilité d'accepter qui nous sommes et d'être pleinement qui nous sommes avec nos émotions et en même temps, donc c'est toujours paradoxal, hein, et en même temps avoir l'alchimie, la maîtrise de l'alchimie de soi-même, qui est tout à fait appropriée à l'être humain, puisque l'être humain n'est pas juste intelligent pour fabriquer des gadgets et pour s'enfermer dans une boîte avec tous ces gadgets, c'est quand même un être qui a des possibilités tout à fait extraordinaires. C'est un corps, hein, le corps humain, un corps tout à fait extraordinaire, tout à fait miraculeux, tel qu'il est. Et voilà. Et donc, en tant que aussi danseuse
Et amoureuse de la danse, je peux vraiment témoigner de ça, parce que c'est ça que la danse me montre, c'est à quel point le corps humain est précieux. Et moi, je ne... Comment expliquer? Quand j'étais enfant, oui, hein, je voulais absolument réussir à faire 4-5 tours sur pointe, et donc je voulais arriver à une performance, arriver à faire quelque chose qui ressemblait à autre chose. Non, et je voulais être comme une autre danseuse ou être comme une forme à laquelle j'aspirais. Maintenant, bien sûr, avec l'âge, c'est très très différent. Mon corps ne peut plus faire du tout la même chose que je pouvais faire jeune, et d'ailleurs ça m'est complètement égal. Et parfois même, je pourrais dire que mon corps parfois me pose des soucis qui ne me posaient pas quand j'étais jeune. En revanche, la danse vraiment me montre les 5 éléments et me montre l'essence de qui je suis et de comment je peux comprendre vraiment la vie d'une façon non rationnelle, avec la rationalité qui m'aide à décoder ses intuitions grâce à la danse. Et donc ça, c'est toute l'histoire de la voix qui danse, c'est-à-dire de danser en conscience, beaucoup moins avec des certitudes et des projets de résultats, et beaucoup plus avec la présence à la possibilité de vraiment profiter un maximum de notre sensorium, donc les yeux, les oreilles, la peau, le goût, les yeux, les oreilles, la peau, le goût et la voix, hein, la possibilité de parler, et la conscience. Donc je vais lire un petit extrait. Donc j'avais déjà prévenu que cette vidéo sera plus longue que les autres, donc je prends mon temps, hein, d'accord? Je crois que c'est intéressant aussi de descendre un peu le rythme, hein, dans lequel on est. Ce n'est pas vraiment forcément nécessaire de parler très vite ou forcément nécessaire de tout faire très très vite. De toute façon, on va nulle part à la fin. On tourne sur une planète ronde qui tourne en rond. Et toute cette accélération, à la fin, elle ne nous mène pas quelque part, sinon à se sentir pressé. Et c'est collectif, bien sûr. Hein. Donc, à force d'être tous pressés, tous ensemble, on va de plus en plus vite, on s'emballe. C'est un peu comme une bicyclette qui descend. Donc, je prends mon temps. Et donc, le petit extrait, c'est la première page du chapitre 11. Et le chapitre 11 se trouve à la page 169. C'est bien ça. Les ravis s'aiment. Extrait du journal d'Ariabi, Lisboa, le 27 juillet 2011. Je te l'ai déjà dit. Depuis la ville du dragon, je ne dors plus. Il est 6 heures du matin, il fait terriblement chaud. C'est une chaleur sans air pour respirer. La lumière du jour a envahi la chambre. Le chat râle parce que la porte est fermée. Cette nuit, j'ai pratiqué ma passion. Mon ravi, ta missive, parlant de ce que chacun voit chez l'autre, modifie ma posture. Tu me manques énormément. Je chéris tes yeux qui m'éclairent, ton parfum qui m'enivre. Mais tu as raison, ce sont des prétextes pour m'égarer. Au nom de l'amour, j'apprends à me recentrer sur mon axe, à bien m'y atteler pour éviter de pencher sur l'autre, sur l'homme. Je suis aux prises avec la folie du désir. C'est bien une sorte de folie qui se perpétue à travers chaque nouvelle romance, celle du feu. Le feu est un esprit, une façon de penser, de réagir. Je viens de le vivre une fois de plus, mais sans résister à la brûlure cette fois, sans attendre ni demander. Il faut accepter de cramer. J'ai plongé au cœur de l'intensité du feu en acceptant sa chaleur. C'est parce qu'on a peur d'expérimenter dans sa propre chair le brasier fulminant de l'amour que l'on idéalise un autre pour remplir le creux qui mine insidieusement l'intérieur de soi. Bien sûr, Chamnon, mon ravi, c'est toi qui ravives le feu en moi.
De nombreuses fois, j'ai dû reprendre la quête à zéro parce que je m'étais égarée. Le partenaire adéquat est un compagnon sacré, rare et difficile à trouver. En cheminant à ses côtés, une femme se sent comblée. Ma recherche consiste à transcender nos identités, la tienne et la mienne. La conjonction physique et spirituelle entre nous est un exercice délicat. Je veux avancer intelligemment pour une fois. Sans confondre la fusion de nos énergies en confusion dans mes émotions, je reste vigilante. Parce que le vœu dans mon cœur de bien-aimer est une prière ardente. L'histoire de ma vie prend son sens à la lueur de cet éclat. Voilà, donc c'est un petit extrait du début de ce chapitre. Et jusqu'à présent, toutes les vidéos étaient assez courtes, exprès justement pour que ce soit léger. Et là, la question est très importante puisque c'est un des chapitres qui traite des choses les plus difficiles en fait à partager et les plus difficiles à expliquer. Et donc voilà, je voulais prendre mon temps. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu. Donc ce chapitre, il y a certaines choses qui sont inspirées d'événements dans ma vie ou de choses que j'ai vécues intérieurement dans ce livre. Certaines choses pas du tout, hein. Certaines choses sont complètement arrivées par l'exercice de la première pensée, meilleure pensée, avec l'écriture. Donc la même première pensée, meilleure pensée qu'on a pratiquée en danse adouindé avec la danse est praticable avec toutes les activités et avec l'écriture, bien sûr, évidemment. Hein. Toutes les techniques, en fait, s'appliquent à l'exercice qu'on fait, que ce soit écrire, peindre, sculpter, cuisiner, danser. Et voilà, mais avec l'écriture, disons que la différence, c'est qu'on doit travailler en même temps avec le fait de formuler, hein, de verbaliser des choses et en même temps avec son corps, donc de ne pas perdre le corps, la sensation de son corps. Excusez-moi, j'ai la caméra qui balance ici, parce que c'est une chaise en paille. Voilà, bon, ça va balancer un peu. Et donc pour pratiquer la première pensée avec l'écriture, donc je dis ça pour les personnes qui connaissent, hein, ça peut être utile, c'est très important de toujours ancrer dans le corps la présence qu'on a à la pensée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le corps est un outil d'ancrage, comme pour un bateau. Hein. Le bateau, il a une ancre pour rester là. Et ben, le corps, c'est une sorte d'ancrage pour l'esprit, pour que l'esprit puisse se poser, et qu'ensuite, ce qui peut jaillir de l'esprit peut venir d'une source la plus profonde. Parce que ce qui est intéressant, je crois, et c'est de ça que parle ce chapitre, c'est que la source la plus profonde en nous, elle est en fait originaire d'un lieu simple. Donc on peut tout d'un coup peut-être expliquer des choses complexes ou sophistiquées, mais en réalité, l'inspiration la plus profonde, la plus directe et la plus juste vient du lieu le plus simple. Donc le lieu le plus simple en nous, c'est de ça dont je vais parler maintenant. C'est un lieu dans lequel nous sommes toujours, hein, un peu comme les enfants innocents, donc sans projet, sans seconde pensée, sans stratégie. Je ne dis pas que les enfants n'en ont pas, mais je parle vraiment d'une innocence très très jeune, sans en tout cas l'espoir de tirer quelque chose de la situation, ni la peur qui nous ferait fuir de notre propre authenticité. Donc il y a une authenticité qui est possible et en même temps tout à fait une ouverture par rapport au fait qu'on n'est pas dans l'attente de quelque chose et du coup alors l'inspiration vient du lieu le plus profond. Bien sûr, l'inspiration vient de tous les lieux émotionnels et donc c'est de ça dont on va parler, c'est comment les émotions en fait vont créer autour de cet espace très simple et très très qui est la quintessence, hein, donc l'espace de la quintessence. Il va créer une... Je vois que ça a l'air d'être à l'envers. J'espère que je vais réussir à le mettre à l'endroit, on verra. En tout cas, il y a écrit quintessence. Si vous le regardez à l'envers, ben, ça sera comme si vous lisiez un livre de Léonard de Vinci, qui écrivait souvent à l'envers.
Voilà, j'expliquerai un petit peu le mandala plus tard. Donc ce centre, c'est comme le centre, vous voyez le centre d'un vortex, comme si vous étiez au centre d'une tempête, d'une tornade, et au centre, il n'y a pas de vent. Et le vent tout autour, c'est l'énergie des éléments. Donc de l'eau, du feu, parce qu'il y a des tornades d'eau, des tornades de feu et des tornades, bien sûr, de vent. C'est le vent qui fait bouger. Donc le vent en soi, c'est l'air qui bouge ou qui ne bouge pas, mais en général, on le perçoit par le mouvement. Donc on ne perçoit pas vraiment le vent par autre chose que par ce qu'il provoque du point de vue du mouvement, ou bien la sensation d'être caressé au niveau de la peau, des poils de la peau, ou bien la vision d'un tissu qui a été emporté par le vent. Et donc ce vent, quand il tourne, et crée de l'énergie, donc un tumulte, une énergie. Et cette énergie, elle est en fait la façon dont l'émotion nous envahit de façon tout à fait psychologique, mais en fait, en réalité, c'est physique aussi. Donc, ce n'est pas séparé. Donc, le centre de notre esprit, de la nature de notre esprit le plus profonde, est le centre de ce vortex. C'est un endroit où il n'y a pas de perturbation, et toutes les perturbations, en fait, se déploient comme une magie, comme une espèce de danse. Voilà, c'est ça, comme la danse des énergies tout autour. Et donc, le chapitre ici parle de la passion et parle du feu. Donc je vais juste un tout petit peu revenir sur le mandala avant d'expliquer la façon de travailler avec le feu qui est expliquée dans ce chapitre, non pas comme un mode d'emploi de comment il faut faire, mais plutôt comme l'expérience de quelqu'un qui l'a vraiment vécu. Et donc je vous raconterai deux expériences que j'ai vécues par rapport à ces énergies et par rapport vraiment à la pratique, parce qu'en fait ce sont des fruits d'une pratique. Et la pratique, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à 5 heures de l'après-midi ou à 6 heures du matin. La pratique, c'est vraiment quelque chose qui fait que toute notre vie en entier est le champ extraordinaire, en fait, du mandala de notre voix. Donc la voix que l'on est en train de vivre, qu'on est en train de vivre en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, en tant qu'être qui est né et qui va mourir, cette voie-là, elle peut être pratiquée en toute conscience, comme vraiment comme quelque chose qui est tout le temps en train de se dévoiler, qui est tout le temps en train de perdre petit à petit les voiles qui cachent la réalité, les voiles qui cachent sous l'apparence d'une illusion ou sous l'apparence d'un fantasme ou sous l'apparence d'un mirage. Petit à petit, grâce à la pratique de la voix, on commence à voir clair. Et donc ici, je ne vais pas vous proposer quelle est la voix, quelle est l'origine de cette voix pour le moment. Je vais juste parler vraiment de l'être humain. Bien sûr que ce dont nous allons parler vient, à ma connaissance, de la pratique des 5 sagesses dans le bouddhisme tibétain du Vajrayana et dans le Bonpo aussi d'ailleurs du Tibet. Mais de toute façon, ces éléments sont humains, profondément humains et profondément universels. Et d'ailleurs, on retrouve ces schémas du mandala partout dans la nature et partout dans l'architecture et partout dans la philosophie du monde entier, que ce soit en Occident ou en Orient. Bien sûr, les codes sont différents. Mais voilà, on va s'accorder sur le fait que le code, c'est comme un langage. Donc, que je vous parle en français ou que je vous parle en espagnol ou en anglais, peut-être que je ne peux pas parler exactement de la même façon, mais je vais quand même communiquer dans l'essence le même message. Si par exemple je dis cadeira ou chaise, ça désigne un endroit sur lequel on s'assoit. Donc que ce soit dans une langue ou dans l'autre. Et donc le code, c'est des façons différentes de créer un langage autour d'une expérience humaine. Et l'expérience humaine, dans ce cas-ci, en tout cas, s'intéresse très passionnément à la sagesse. Et à la sagesse en tant que non-séparation entre soi-même et tout ce qui existe et tout ce qui vit. Donc cette sagesse n'est pas l'érudition, n'est pas l'accumulation de connaissances,
l'accumulation d'expériences, c'est plutôt vraiment le fruit à un moment donné d'une pratique de dévoilement et de nudité qui fait, c'est pour ça que Ariabi dans le livre, elle vit toute nue en fait, c'est symbolique, hein, mais en même temps aussi c'est parce qu'elle n'a pas besoin de s'habiller, vu les circonstances. Mais cette nudité fait qu'à un moment donné, l'être, petit à petit, commence à voir que tout ce qui était autrefois problématique, en fait, n'existe pas réellement. C'est une création extraordinaire. Donc l'ignorance crée des formes absolument extraordinaires et crée des problèmes extraordinaires. Mais en réalité, ces problèmes sont la conséquence d'une perception qui n'est pas réelle, d'une perception qui n'est pas vraiment en connexion avec le centre, comme je le disais, qui n'est pas perturbé. Puisqu'il n'y a pas 4 éléments, il y en a 5. Voilà, donc c'est là qu'il y a un problème, c'est quand on a oublié le 5e. Parce qu'on l'a quand même un petit peu oublié, le 5e. Donc maintenant, on essaye de le ramener, mais ce n'est pas un concept, le 5e. C'est pas du tout, c'est pas un truc qui est là, écrit au milieu. En fait, le 5e, il est partout. C'est la quintessence, c'est ce qui constitue tout, tout. C'est-à-dire la matière, la forme et le vide. Les choses qui prennent forme, une pensée aussi prend forme, hein, ou le vide, c'est-à-dire l'absence à ce moment-là de forme dans la conscience. À un moment donné, la conscience, en fait, se révèle à elle-même, et à ce moment-là, quand elle se révèle à elle-même, elle est dans l'état d'éveil. Là, c'est vraiment, pour le coup, le mot éveil est juste, parce qu'on utilise beaucoup le mot éveil dernièrement pour des choses moins profondes. Mais l'éveil, en fait, en français, c'est vraiment s'éveiller à sa nature la plus profonde, qui n'est pas duel, qui n'est pas en guerre, qui n'est pas problématique, qui n'est pas non plus incapable de discerner qu'est-ce qui cause la souffrance et qu'est-ce qui ne cause pas de souffrance. Donc, cette quintessence, c'est elle qui fait qu'à un moment donné, par exemple, hein, c'est la possibilité de vacuité fait que je peux dessiner sur ce tableau, et d'ailleurs je peux l'effacer. Et donc ça, c'est très très important, parce qu'au niveau de notre être, c'est l'élément qui nous manque en conscience et vraiment en sensation, hein, qui nous manque comme, je voudrais dire, de façon familière, pour pouvoir nous détendre à l'intérieur des différents événements. Donc ici, elle est amoureuse, et en même temps il fait chaud, hein, donc on sera dans l'élément feu. Donc je vous fais une brève description de ce mandala, des 5 éléments par rapport aux 5 sagesses. C'est vraiment quelque chose de très synthétique, et il y a beaucoup de personnes sans doute qui connaissent déjà. Et ici, le récit traite vraiment d'une véritable expérience par rapport à cette pratique. Qu'est-ce que ça peut donner, par exemple. Donc ici, je vous montre un petit peu, je vous ai fait déjà un petit diagramme ici. Donc c'est une croix dans ce sens-ci, hein, qu'on va appeler plus la croix qui va désigner plus les aspects justement de la forme, qu'on va l'appeler plus mater, et ici la croix dans ce sens-ci qui sera plutôt correspondante à l'information, hein, ou comme si vous voulez l'ovule et le spermatozoïde par exemple. Donc un élément qui accueille pour fertiliser, un élément qui lui donne une information. Donc quelle forme ça va prendre. Et donc c'est dans l'union des deux qu'à un moment donné, il y aura le 3e, hein, qui va apparaître. Et le 3e qui va apparaître, c'est un élément qui va être vivant parce qu'il a été fertilisé. Mais à l'origine, c'est vraiment très très important de ne jamais perdre de vue que notre être, notre esprit, notre respiration, notre sensation de corps sont présents à l'intérieur de quelque chose qui n'est justement pas solide, qui n'est justement pas, qui ne réclame pas quelque part de contrôle. Donc c'est paradoxal, hein. C'est-à-dire que le corps, on a besoin de l'utiliser pour un certain contrôle, pour en même temps faire en sorte que notre esprit reste tranquillement sous contrôle, si on veut, pour qu'il puisse découvrir justement l'absence de limites incroyable
que nous sommes, en profondeur. Et bien sûr, cette découverte de l'absence de limite que nous sommes en profondeur, d'abord évidemment c'est très enthousiasmant, ça donne la motivation de la quête, et en même temps c'est bien sûr douloureux parfois, parce que certaines habitudes sont difficiles. C'est difficile de renoncer à certaines habitudes. Ça demande parfois de faire un petit saut. Et en même temps, c'est quelque chose qui nous soulage de notre tendance à avoir très très peur, ou à avoir une difficulté à nous adapter au changement, ou à une difficulté à lâcher prise des choses auxquelles on s'attache. Donc pour la description, donc on a déjà parlé ici de la quintessence. La quintessence, ça correspond à l'espace, si vous voulez. La chose qui pourrait représenter métaphoriquement le mieux cette quintessence, c'est quand nous regardons le ciel. Si on va mélanger notre propre sensation de regard avec l'immensité d'un ciel, imaginons un ciel par exemple même sans nuages, eh bien ça serait une métaphore assez intéressante par rapport à la quintessence. En même temps, et bien sûr, c'est ce qu'on découvre avec le monde quantique, c'est-à-dire c'est cet espace dans lequel les choses ne fonctionnent plus de la même façon causale que lorsqu'elles sont solidifiées. Donc cette quintessence qui est très importante et qui normalement, quand nous n'en avons pas conscience, quand nous ne sommes pas à l'aise avec l'infinitude de l'espace et l'infinitude du temps, quand cela nous fait peur, quand cela nous fait paniquer, quand cela nous fait tellement peur qu'on trouve toujours autre chose à faire, un magazine à lire ou un film à voir ou quelqu'un à qui téléphoner. Il faut même souvent les difficultés et les souffrances sont bienvenues pour ne pas être en contact avec cette infinitude. Parce que cette infinitude, évidemment, c'est sûr, que notre personnalité telle qu'elle est, d'habitude, telle qu'on s'est attaché à s'imaginer que je suis comme ci, je suis comme ça, elle disparaît à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça comme une petite mort, ou une grande mort peut-être, mais ce n'est pas la mort dans le sens où on le voit comme quelque chose de morbide, c'est plutôt la naissance qui est la mort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que naître, c'est mourir, en fait. Donc cette mort dont je parle, c'est une naissance. Et il est très possible qu'on ait des éclairs comme ça, comme si tout d'un coup on voyait à travers une fenêtre, et puis ça revient, on redevient toujours compliqué, toujours problématique. Et puis on se souvient, on a confiance dans le fait qu'on a vu, on a ressenti, on a été profondément soi-même, complètement cet espace-temps infini, cette infinitude d'espace et du temps. C'est vraiment la nature de notre être. Donc c'est ça que nous sommes. Et ensuite, dans notre corps, dans notre forme, nous vivons des expériences. Et c'est des expériences qui, en fait, sont au service de notre capacité petit à petit à rentrer en contact, en tant qu'être humain, à rentrer en contact avec notre sainteté. Oui. Parce que c'est ça l'histoire de l'île de Bie, c'est une sainte. Elle m'a dit ça, la dame, une vieille dame qui a été paysanne toute sa vie. Elle regarde la couverture du livre, elle voit la vieille dame et elle me dit « c'est une sainte ». Mais oui. Et c'est ça, c'est que toute sainte a été une femme normale. Ce n'est pas quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un comme vous et moi, le saint ou la sainte. À ce niveau-là, d'ailleurs, ce n'est plus très important d'être un homme ou une femme, déjà. C'était quelqu'un de tout à fait normal, et quelqu'un qui a des passions, et qui a des tristesses, et qui fait des gaffes, etc. Donc Aria Bie, on le découvre qu'avant de devenir comme elle est dans le livre, au présent, elle a été une femme, avec toutes les difficultés que les femmes peuvent rencontrer à l'époque à laquelle elle a vécu. Donc si on rentre par l'est dans le mandala, ici, dans la zone bleue,
On va dire que c'est l'eau, et on va dire que l'eau, bien sûr, est mouillée, l'eau purifie, l'eau nettoie, l'eau nous hydrate, l'eau donne la vie, mais l'eau aussi, quand elle est tranquille, elle est comme un miroir. Et notre cerveau, en fait, est principalement liquide. Et donc, on va avoir une capacité de perception très, très directe, plus notre esprit est tranquille. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'esprit qui est tranquille? Ça veut dire que nous pensons, oui, nous avons toutes sortes de pensées qui passent, et nos pensées, n'oublions pas, hein, sont devenues verbales puisque nous parlons. Donc, nous avons aussi ancré la pensée dans le verbe, et ce verbe envahit encore plus. C'est pour ça que le mantra est tellement, tellement extraordinaire, parce que le mantra va nous permettre de reprendre contact avec l'origine du son, et ne pas nous laisser distraire par le concept du son. Parce que le concept du son, c'est vraiment la distraction totale. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant tout le monde bavarde, on bavarde trop, c'est fatigant. Donc ce mantra, il ramène vers le son. Et donc le miroir, la sagesse du miroir, c'est la capacité à un moment donné de rentrer en contact avec quelque chose dans la conscience humaine qui est, grâce à l'eau, un miroir. Et bien sûr que cette même eau, elle peut bouillir, elle peut congeler et elle peut couler. Voilà donc toutes les qualités de l'eau. Si vous voulez ramener au niveau de ce qu'on appelle nos émotions et de ce qu'on appelle aussi notre façon de percevoir le monde. Est-ce qu'on perçoit le monde à travers une certaine froideur ou une certaine chaleur, par exemple? Ici, la sagesse du miroir est très importante parce que c'est la sagesse du miroir qui permet de rentrer vraiment en contact avec une perception qui ne divise pas. Ça veut dire, c'est une perception dans laquelle on est directement en contact avec, par exemple, un objet visuel ou un objet auditif, sans avoir besoin de partir dans j'aime, j'aime pas, je voudrais pas, ça ressemble à, ça a été comme si moi je, avec ça. Donc c'est avant que toutes ces choses-là se passent, c'est normal. Hein. Si par exemple vous avez failli vous noyer petit, vous n'aimez pas l'eau, peut-être, des choses comme ça, ou si quand vous étiez petit, vous étiez au bord de l'eau et que ça ramène des souvenirs très agréables, c'est l'inverse. Si quelqu'un s'est noyé, vous avez peur de l'eau. Donc c'est tout un tas d'expériences qui sont rattachées à l'idée de l'eau. Mais la perception du miroir, c'est la perception avant tout ça. Et donc tout ça, en fait, ne dérange plus. C'est-à-dire que ça arrive, on les voit, on voit les pensées qui passent, les émotions qui passent, on les ressent même. On peut même ressentir parfois la souffrance de l'émotion, parce que l'émotion donne du plaisir et de la souffrance, mais on peut en même temps être connecté avec ce qui s'est passé primordialement en même temps que la perception. Et donc ça, c'est très très intéressant parce que ça permet de rester en paix. Ça permet en tout cas, si ça ne permet pas de rester en paix, ça permet d'y revenir en tout cas à la paix. Donc c'est pour ça que c'est une énergie qui pacifie, qui est vraiment en relation avec la pacification. Je ne vais pas donner trop d'explications pour que ce ne soit pas trop fatigant. Donc il y a énormément de choses à dire là-dessus et à vivre là-dessus, mais voilà, on va résumer. La Terre, ici j'ai mis des petits papiers parce que je n'avais pas de jaune, je n'avais rien de jaune. Et donc la terre est représentée symboliquement par le joyau, donc c'est la richesse. Hein. Donc la terre, c'est évident. Si vous êtes près d'un endroit où il y a la terre et qu'il y a des fleurs, il y a des abeilles, elles font du miel, et puis il pleut, et puis ça pousse dans tous les sens. Et même les ruines, il y a des arbres qui poussent à travers les pierres, il y a des arbres qui poussent le toit, qui vont détruire le toit, parce que la terre, elle est comme ça. Elle est fertile et plein d'êtres vivent dessus et naissent dessus et meurent dessus. Et les êtres en mourant la rendent encore plus fertile et renaissent et c'est un cycle sans fin. Donc c'est une générosité infinie et une générosité sans la moindre comment on dit, partialité. Oui. Donc c'est une générosité infinie. Donc l'arbre, il vous donne à tous et il donne
tout ce qu'il a, à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment une qualité aussi de notre propre esprit, c'est une qualité de notre propre conscience, d'avoir confiance dans sa propre fertilité infinie, c'est-à-dire qu'elle peut tout le temps produire, tout le temps avoir à nouveau des naissances. Il y a quelque chose qui va naître de notre conscience sans arrêt, sans arrêt. Et ça procure vraiment une sensation de stabilité et de confiance. Et donc ça rend évidemment, bien sûr, assez rayonnant, assez généreux, assez chaleureux. Toutes les qualités qu'on pourrait rattacher à un bon repas, à quelque chose de délicieux, à quelque chose de convivial, dans le sens où tout d'un coup on est ensemble, on mange ensemble et on se sent en confiance. Donc c'est vraiment rattaché à la générosité et à la confiance. Et c'est la sagesse, on va dire que c'est la sagesse du joyau. C'est cette sagesse de l'équanimité qui permet à l'être de trouver une véritable stabilité à travers les différentes fluctuations de la vie. Donc les moments qui sont agréables, désagréables, les moments où il fait froid, il fait chaud, on a trop, on n'a pas assez. Vraiment trouver à l'intérieur de soi-même quelque chose qui reste stable, comme la terre en fait. Vous voyez, pour le moment, c'est assez rare en fait qu'elle tremble. Des fois, oui, ça arrive, mais en général, elle est stable et elle est notre support à tous. Voilà, et fertile. Et transformatrice, évidemment, bien sûr. Donc le feu, on arrive au feu. Le feu donne la lumière, n'est-ce pas, et la chaleur. Donc quand le feu, il prend quelque chose et il le transforme en cendre. Donc ça part dans l'air et la cendre reste. Et le feu a cette capacité de nous fasciner. C'est fascinant. Et puis ça nous donne la lumière. Donc maintenant, si vous me voyez, c'est parce qu'il y a le soleil. Je n'ai mis aucune lumière artificielle. C'est le soleil, en fait, le feu du soleil qui illumine cette pièce. Et donc si vous pensez à votre propre conscience, que votre conscience, elle est cette infinitude d'espace et de temps qui est consciente, qui n'est pas endormie, qui n'est pas ignorante de sa propre nature, donc qui l'a vécu, qui a ressenti l'absence totale de division et de limite et de séparation, et la clarté des perceptions grâce à ça, parce que c'est toujours grâce à la quintessence. Donc tant que la quintessence elle est voilée, il n'y a rien qui marche autrement que je prends, je donne, je reprends, j'aime, j'aime pas, je veux pas, toujours en train de tirer et de pousser. Là, tout d'un coup, on se rend compte que fait, tirer et pousser, c'est la même chose, et ce n'est pas nécessaire de s'attacher à pousser ni de s'attacher à tirer. Si vous voulez que je m'exprime par métaphore, un peu comme les vagues. Quand une vague vient, elle part en même temps. Donc ici, ça permet de percevoir ces choses-là. Et puis, la Terre permet d'avoir confiance dans ce processus, de ressentir vraiment établi, de se sentir vraiment établi dans cette confiance de la conscience, naturelle de la conscience. Et le feu, il va donner un élément tout à fait extraordinaire, c'est la capacité d'être avec. Donc d'être avec ce qu'on appelle les autres. Mais ce n'est pas les autres, justement. Et à partir du moment où il n'y a pas la projection sur l'autre, c'est quelque chose de très différent. C'est-à-dire que c'est vraiment être directement connecté à l'autre, sans imaginer, ni espérer, ni exiger, ni rebrocher, rien de tout ça. Voilà. Et donc, en tant que sagesse, cette sagesse, c'est très étonnant parce qu'en fait, c'est vraiment l'énergie de la passion, c'est l'énergie de l'enthousiasme, de la passion, aussi du plaisir vraiment pour la beauté, pour la délicatesse, pour l'écoute, pour la musique, pour la sophistication quelque part de l'art, de la beauté. Et en fait,
en tant que sagesse, elle est décrite comme la sagesse du discernement. On dit aussi la discrimination. Et on veut dire par là que autant la sagesse antérieure dont on parlait établit une équanimité, une égalité, autant celle-ci voit toutes les différences. C'est-à-dire qu'à la lumière de la clarté de l'esprit, elle voit toutes les différences. Et c'est ça, en fait, qui est paradoxal toujours, c'est qu'en même temps, nous sommes tous égaux et en même temps nous sommes tous différents. Et donc l'être humain, dans cette conscience, est capable de se connecter avec tous les êtres, indépendamment les uns des autres, c'est-à-dire de voir la connexion avec une araignée, la connexion avec un éléphant, la connexion avec un être vivant humain, mais pourquoi pas aussi la connexion avec des êtres archétypaux, ou Peter Pan, donc de se connecter. C'est de se connecter du cœur, c'est cette connexion-là qui est directe du cœur. Donc c'est sensible. Ça fait que cet être et cette conscience est directement en train de ressentir ce que ressentent les autres. Mais le mot compassion en français est un problème dans le sens où la passion vient du latin qui veut dire souffrir, et la compassion c'est souffrir avec. Et ici, on ne parle pas de quelqu'un qui souffre avec, mais qui est quelqu'un qui ressent directement la souffrance. Et bien sûr, puisqu'il y a tous les éléments dont je viens de vous parler, elle ne ressent pas la souffrance de la même façon, mais elle la ressent, et donc ça permet de communiquer directement. Donc c'est vraiment une sagesse très très importante pour développer les qualités de l'être humain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en général, traditionnellement, Padmasambhava, le Bouddha du peuple tibétain, et aussi de plusieurs peuples himalayens, et Padma, c'est le lotus, et Padma, c'est le nom du lotus qui représente cette famille-là de la lumière, du feu. Donc c'est en relation avec vraiment la passion amoureuse aussi. Voilà, donc on va en reparler pour terminer par rapport au texte. Et pour conclure, l'enclair, c'est l'action. Donc c'est l'action, c'est-à-dire c'est de mettre en action tout le mandala, c'est-à-dire qu'on va le mettre en mouvement. On pourrait presque dire que tous ces éléments dont j'ai parlé jusqu'à présent, ils se sont passés en une fraction d'instant de conscience. Et c'est que lorsqu'on arrive ici qu'il y a, par exemple, une parole, j'ai dit une parole, ou par exemple j'ai fait un geste avec ma main. Voilà. Ou par exemple, tout d'un coup je me lève. Donc l'action. Ici, la qualité de l'élément R, c'est qu'il est partout. il est partout, il voit tout, il sait tout, il touche à tout, il rentre partout, presque, non? Donc, ça veut dire que notre conscience a cette capacité de mouvement et en même temps cette capacité de toucher à tout, de comparer tout, de relier tout, de créer la synergie entre tout. Et donc la sagesse par rapport à l'élément R, c'est comme la sagesse d'un chef d'orchestre. Mais c'est un chef d'orchestre qui est en même temps dans la non-action. Donc c'est ça qui est très difficile à comprendre parce qu'on parle d'une action spontanée, c'est l'action qui accomplit spontanément le bien de tous les êtres. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'être qui est là, par exemple c'est un Bouddha ou une Bouddha, va spontanément faire, dire et se comporter d'une façon qui va provoquer la libération de tous les êtres des états de souffrance et des états de l'ignorance. Donc c'est quelque chose qui n'est pas délibéré, c'est-à-dire que ce n'est même pas exprès. c'est devenu la façon d'être naturelle de cet être humain parce qu'il n'a plus vraiment aucune raison de s'attarder à tout le fantasme et à cet hypnotisme, cette hypnose, pardon, d'être, excusez-moi parce que je parle d'autres langues, je vis dans un pays étranger, donc les langues se mélangent. Cette hypnose, cette auto-hypnose que nous avons par rapport à nos difficultés et aux difficultés des êtres humains et du monde, le passé, le présent, le futur. Donc il y a vraiment ici, dans la quintessence, il y a vraiment un lieu en soi qui ne se laisse pas prendre par quoi que ce soit, jamais.
il ne se laisse pas prendre. C'est pas qu'il est libre parce qu'il s'est libéré. Il était déjà. Il a toujours été libre. Il se laisse pas prendre. C'est pas possible. Parce que c'est la conscience de l'infinitude de l'espace-temps. C'est quelque chose qui fait que tout d'un coup, justement, la notion de temps est différente. Par exemple, vous pourriez avoir même un accident, et dans un accident, tout d'un coup, vivre quelque chose qui est dans un autre espace-temps, ou dans un rêve, ou des expériences que nous avons dans des voies initiatiques, ou dans la danse, ou dans la transe, des choses comme ça. D'ailleurs, dans l'île de Bie, dans le livre, il y a une expérience un petit peu au début, quand elles doivent fuir pendant la grande calamité. Elles ont une expérience de ce genre, la mère et la fille, Tria et sa fille. Voilà, et donc l'action spontanée de sagesse, évidemment, quand l'être n'est pas conscient de la quintessence et en a peur, il va tout le temps fuir sa capacité de se déposer, de se détendre dans l'infinitude de l'espace et du temps. Quand il n'est pas non plus en connexion avec la perception directe telle qu'elle est, sans projeter l'espoir et la peur, quand il n'est pas en connexion avec sa capacité infinie de fertilité et aussi d'absorption, parce que la terre, elle absorbe, donc elle donne et elle absorbe les deux. Et quand il n'est pas en connexion non plus avec cette grande qualité humaine, c'est le mammifère compliqué, l'être humain, il est complexe. Il est mammifère, ça veut dire que depuis qu'il est petit, il est dépendant de sa maman, et donc cette liaison avec la maman et la maman avec l'enfant va développer cette capacité de comprendre qu'il y a ce que moi je ressens et il y a quelqu'un d'autre qui ressent aussi quelque chose. Et à un moment donné, en se détendant, d'être en même temps cet autre et soi-même. Donc ça, c'est vraiment une qualité intrinsèque qui ne peut absolument pas être intellectuelle et qui ne peut pas être provoquée exprès. Donc ça ne peut être provoqué que parce qu'à un moment donné, il se passe quelque chose qui fait qu'on est prêt à lâcher nos espoirs et nos peurs de projection sur une personne ou sur un animal ou sur un événement. Et ça n'arrivera probablement pas quand on s'y attend. D'accord ? Ça arrivera quand on s'y attend justement pas. Et donc, quand on arrive à l'action, évidemment, si vous reprenez le mandala à l'envers et qu'il n'y a que des difficultés émotionnelles, qu'on est dans vraiment la turbulence, on n'est pas du tout au centre. Donc la turbulence, c'est ici la passion. Il faut absolument que tout soit intense et c'est toujours grave et c'est toujours dramatique. Et si ce n'est pas dramatique, je vais poser les actions pour que ça le soit ou que ça le reste. Donc même si quelqu'un m'apportait tout d'un coup la possibilité de ne plus être dans le drame, je vais m'accrocher à mon drame. Et vous avez certainement dû déjà remarquer que ça nous arrive. Ça nous arrive, en tout cas moi, j'ai été une spécialiste, je crois que ça va un petit peu mieux, justement grâce à cette histoire dont je vais vous parler, dans le chapitre de l'île de Bie, 11, vous avez dit 11 ? Oui, je crois. Donc cette personne, elle est passionnée et elle est complètement prise par ses passions. Et puis, elle n'a pas confiance en elle, donc du coup, ou bien elle est arrogante et orgueilleuse, ou bien elle est très timide, je n'ose pas, je ne sais pas. Je n'ai pas assez, j'ai jamais assez, donc c'est ou l'un ou l'autre. Ou le problème de la Terre par rapport à j'ai beaucoup, je suis tellement généreux, je suis tellement généreux que c'est moi le plus grand. Ou bien je suis tellement pauvre que c'est moi le plus petit, mais en fait, à la fin, il n'y a pas cette qualité de sagesse, parce que justement, il n'y a pas la détente dans la quintessence qui est associée à la qualité de la Terre. Et puis, imaginons que justement, le miroir, non, ce n'est pas un miroir, c'est ou bien de l'eau congelée, c'est-à-dire que tout est glacé, on ne voit rien là-dedans et ça casse, et c'est une colère très froide, ou bien c'est de l'eau qui bouge, c'est la colère chaude, ou bien c'est tout simplement cette pensée qui coule tout le temps, et ça bavarde, et ça bavarde, et ça bavarde, et ça bavarde. Et alors toute la connaissance devient vraiment la distraction suprême. Au lieu d'être un miroir de la quintessence, c'est devenu l'inverse, c'est devenu une cascade, on voit jamais rien en fait, parce qu'on est tout le temps occupé. Voilà, d'accord.
Alors, si ça c'est le cas, notre action, ça va être une action peut-être avec une très très bonne volonté, peut-être des actions avec beaucoup beaucoup de bon cœur, mais on va tout le temps être amené à devoir lutter pour arriver à quelque chose ou pour empêcher quelqu'un qui devrait nous empêcher ou pour être attentif au fait que peut-être si je fais ci et l'autre il fait ça et l'autre il fait ça et je fais ça et je fais ça. Et cet esprit d'analyse et de comparaison et cet esprit aussi de compétition quelque part, hein, et de préoccupation et de projection par rapport au futur, c'est-à-dire qu'il y a une flèche qui doit aller dans une cible et cette cible elle est toujours un peu plus loin. Elle n'est pas encore. Je ne suis pas la cible, quoi. Pas encore. Je ne suis pas et la flèche et la cible et l'archer. Je suis toujours. Voilà. Et donc, mon action va tout le temps rencontrer, quelque part, hein, cette aire de la flèche va tout le temps rencontrer la résistance en cours de route. Donc, c'est un esprit. Dans ce cas-là, au lieu d'avoir l'action spontanée qui se fait innocemment pour le bien de tous les êtres, mais sans même l'avoir fait exprès et sans devenir soi-même plus, sans s'approprier les actions qu'on a faites et sans, donc c'est ça la sagesse, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne ne devient pas elle-même identifiée avec le fait qu'elle a réussi à faire plein de trucs. Hein, ça c'est vraiment une façon de provoquer sa propre souffrance. C'est à un moment donné cette grande orgueil et satisfaction et cette espèce d'esprit de conquête, hein, c'est l'esprit de la conquête, de l'action, du guerrier, va devenir petit à petit une occasion de créer des circonstances dans lesquelles on finira par perdre tout ça et on finira par souffrir. Donc, au lieu d'avoir ça, eh ben, on a une action qui va réaliser des choses, qui va sans doute réaliser des choses qui sont excellentes, mais ce n'est pas encore l'action spontanée au bien de tous les êtres. Et donc le mandala, il donne une clé donc, pour travailler avec tout ça. Alors comment est-ce qu'on travaille avec tout ça? On ne peut pas l'expliquer dans une vidéo, ça c'est clair. En tout cas, le corps est très important pour travailler avec tous ces éléments, parce que le corps, c'est comme l'instrument de travail pour l'être, la conscience. Donc c'est l'instrument avec lequel la conscience joue cette musique ou cherche en tout cas à comprendre les différentes harmonies et aussi les disharmonies. Parce que en fait, quand on est dans le feu, par exemple, de la passion, on pourrait tout d'un coup, en plein milieu du feu de la passion, rentrer en contact à nouveau avec l'énergie elle-même. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va reconnaître qu'on est rentré dans cet état. Donc, par exemple, les personnes qui sont très passionnées, hein, ça veut dire allumé de partout. Hein. Vous êtes allumé en bas, comme dirait Michel Raggi, le cortex, c'est tout allumé partout. Tout est allumé, il y a des voyants rouges comme ça, rouge, 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 et vous n'avez pas pris la pilule bleue, vous avez pris la pilule rouge, celle qui fait la descente, hein, vous savez, dans Matrix. Donc, vous allez avec le lapin d'Alice au Pays des Merveilles pour descendre dans les tréfonds. Ça, c'est le feu de la passion, et c'est pour ça que c'est très connu. On sait bien hein, qu'en général, les grandes histoires de passion, en général, dans la littérature et au cinéma, elles finissent en général mal. Il n'y a que dans les contes de fées qu'elles terminent par quelque chose d'autre, mais en général, elles finissent dramatiquement, non? Par la mort, par la jalousie, par des choses comme ça. Parce que c'est cette intensité, c'est ce désir de quelque chose que je n'ai pas, hein, donc cet être. Donc elle dit ici que cette fois-ci je suis amoureuse, tout est allumé, tous les voyants sont rouges, mais cette fois-ci je ne vais pas faire la même chose que d'habitude, je vais revenir vers l'énergie et je ne vais pas rejeter cette énergie, je vais sentir ce que je sens sans mettre l'histoire. Je vais enlever l'histoire. L'histoire, c'est je l'aime lui, et j'ai besoin de lui, et je voudrais faire l'amour avec lui, et je voudrais qu'il m'aime, et je voudrais qu'il me réponde, et je voudrais qu'il me fasse ci, je voudrais qu'il fasse ça. Et après, on peut recommencer ça avec plein de gens, hein, en fait. On peut refaire le même truc avec plein de gens. Et en général, ça donne des résultats similaires. C'est que ça dure plus ou moins longtemps, hein, ça rend plus ou moins content, mais les résultats sont similaires. C'est qu'à un moment donné, c'est pas possible de tout le temps projeter sur l'autre une solution de soi-même. Ça n'existe pas. Et donc,
la technique, c'est ça, c'est de ressentir. Par exemple, là, quand je vous en parle, j'ai tellement l'habitude que je le ressens. Donc, il y a mes voyants qui s'allument. Et mes voyants s'allument. Et, en même et vraiment rentrer dans l'énergie elle-même. Donc, l'énergie du feu, ce qui se passe avec l'énergie du feu, c'est que quand elle est très forte, et dans le récit, il faisait très chaud. Donc là, je vous ai dit, j'ai vécu cette histoire. Donc, c'est une histoire de canicule, c'est-à-dire genre 48 degrés, un truc comme ça, vraiment chaud, on transpire, il fait chaud, chaud, chaud. Donc aussi, on sent le danger de la chaleur, c'est-à-dire qu'on pourrait mourir de chaud. Parce qu'on est chaud à l'intérieur, chaud dans la tête, chaud dans le cœur, chaud dans la gorge, chaud dans le sexe, partout, tout est chaud. Et en plus, il fait chaud dehors, et donc il y a cette sensation aussi de trop chaud. Mais au lieu de refuser cette sensation, on se détend à l'intérieur. Donc c'est ça. Hein. Donc on se détend avec cette quintessence. Évidemment, le souffle va aider. On ne lutte pas contre ça. On n'essaye pas de le garder. On n'essaye pas de s'en débarrasser. On laisse tomber l'objet. Donc l'objet, c'est quoi? C'est lui. Ou si c'est un homme, c'est elle. Ouais. Donc c'est l'autre. Ouais. C'est l'objet du désir. Hein, l'objet de la séduction, c'est cette chose qui me manque et cet être que je veux et que j'ai pas, ou que même c'est merveilleux de ne pas l'avoir parce que c'est tellement bon de le désirer, mais en même temps il y a cette espèce de projection sur quelqu'un d'autre. Hein. À un moment donné, on laisse l'objet tranquille, on se détend dans la vraie sensation de ce feu. Et donc c'est ça dont parle ce chapitre, le chapitre 11. Et c'est une description très sincère, puisque en fait, la structure de ce chapitre vient d'un texte que j'avais vraiment écrit, mais bon, que j'ai remanié bien sûr hein, pour le roman, mais que j'avais vraiment vécu et écrit. Donc, ça ne sert à rien d'expliquer le résultat. Hein. En tout cas, pour ma part, ce que j'ai ressenti, c'est que tout d'un coup, je pouvais traiter l'amour et la passion d'une autre façon, beaucoup moins autodestructive et beaucoup moins envahissante aussi, beaucoup moins exigeante vis-à-vis de l'autre. Hein. Et aussi, en tant que femme, beaucoup moins attendre de l'homme quelque chose qui est un peu culturel en fait, hein, l'idée qu'il devrait lui me supporter, m'aider, être là pour me prendre en charge. Donc à partir de cette expérience, j'ai vraiment ressenti ma plénitude, c'est-à-dire qu'il était déjà en moi en fait. Donc il y a moins la souffrance de la séparation, puisque ce n'est pas une illusion qu'il est déjà en moi, c'est réel en fait. C'est pas une projection, c'est pas une petite histoire que je me raconte pour être romantique ou pour intéresser mes amis. Non, c'est réel. Il y a réellement en moi cette énergie-là. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on peut rencontrer quelqu'un qui correspond en fait. Voilà, en tout cas, l'autre histoire, c'était par rapport à la jalousie. C'est que c'est pareil, j'ai déjà vécu une histoire. C'est qu'une fois, j'ai été j'étais très étonnée de découvrir qu'en fait j'avais beaucoup de caractéristiques de cette énergie de l'air et qui est associée à la compétition, la jalousie, alors que moi je me définissais moi-même comme quelqu'un qui n'est pas du tout dans la compétition et qui n'est pas du tout dans la comparaison. Et je ne me voyais pas du tout telle que j'étais. Ça a pris du temps, j'ai commencé à percevoir des choses que j'avais faites ou que je faisais et qui étaient vraiment l'inverse de ce que j'imaginais être. Et qui n'était pas du tout ce que je voulais être non plus d'ailleurs. Et c'était très important de les voir. Évidemment, au moment où je les ai vus, c'était très douloureux parce que je me voyais un peu toute la journée penser ou faire des choses qui pour moi n'étaient pas ce que je voulais de la vie, quoi. Je voulais pas être comme ça et je voulais pas. C'était pas moi en fait, l'authentique sensation de ce qui est dans mon cœur. Parce que l'authentique sensation de ce qui manque dans mon cœur, je l'ai senti en dansant depuis que je suis petite. Quand je suis petite, je dansais et je sentais la plénitude. Je sentais cette plénitude vraiment de l'innocence et de
La bonté fondamentale, je l'ai tout de suite senti. C'est vrai que c'était la danse qui me permettait ça, le plus facilement. Et donc, quand je me voyais jalouse, je ne le voyais pas parce que je suppose qu'au fond, je ne voulais pas le voir. C'est probablement pour ça. Donc, je ne me voyais pas non plus que, par exemple, je pourrais ne pas dire bonjour à certaines personnes et dire bonjour à d'autres alors que je croyais que j'étais quelqu'un de très sympa. Mais non, en fait, des fois, il y avait des gens à qui je disais bonjour et d'autres à qui je ne disais pas bonjour. Et finalement, j'ai commencé à voir pourquoi. Et comme je vous ai dit, ça pourrait être douloureux, mais ça n'est pas douloureux si c'est accompagné d'une pratique où on va desserrer un petit peu le jugement vis-à-vis de soi-même, mais on va aussi desserrer toute la définition, parce que la définition n'est pas meilleure. Dire je m'aime moi-même, c'est aussi bête que de se détester. C'est vraiment, excusez-moi, hein, je suis désolée, mais c'est vraiment idiot, aussi bien l'un que l'autre. Hein, c'est complètement con. C'est pas une question que je m'aime ou que je me déteste, c'est justement ça le problème, c'est pas ça. Il faut se détendre. Et voir clair, de détendre avec la clarté. Et là, ça devient très différent parce qu'une fois qu'on voit clair et qu'on peut se détendre, en fait, on commence à voir le discernement, qu'on a le choix. Parce qu'on a plus de temps dans la conscience et tout d'un coup, on a le choix. On allait dire un truc et puis tout d'un coup, on se rend compte que ce truc, c'était complètement débile de dire ça. On allait juste le dire parce qu'on a appris à parler comme ça ou parce que peut-être la grand-mère parlait comme ça et c'est resté gravé et finalement, on va reproduire le même bazar. Mais non, à un moment donné, non. Et tout d'un coup, on ne va pas le dire. Et tout d'un coup, on est libre, on se rend compte que ce n'était pas indispensable. Et ça va tout changer, évidemment. Ça change tout. Ça change complètement tout. Parce qu'évidemment, hein, l'action, attraction change. Donc la façon dont on rencontre des gens, la façon dont les choses se passent va changer grâce au fait qu'il y a ce tournant du feu hein, qui fait qu'on peut, à un moment donné, choisir. Hein, ça donne la capacité, la clarté de choisir l'action spontanément, parce qu'on sent spontanément ce qui est connecté au centre, hein, à la bonté fondamentale, qui n'est pas conceptuelle, c'est pas être bon, gentil, c'est pas ça. C'est être connecté à la bonté fondamentale, c'est la joie intérieure, hein, la joie inconditionnelle. Et donc moi j'étais quelqu'un de jaloux sans le savoir, et quelqu'un qui en fait rendait les autres jaloux. Ça me permettait de ne pas me voir jalouse. Et finalement, un jour, j'ai vraiment rencontré quelqu'un et j'ai vraiment été jalouse, mais alors jalouse, mais alors jalouse. Et en plus, il y avait de quoi, parce que cette personne avait énormément d'aventures et était très connectée à cette énergie. Et donc cette personne arrivait vraiment à organiser parfaitement, parce que c'est une énergie d'organisation, à organiser parfaitement les différentes femmes et les différentes relations avec différentes femmes sans qu'elles se connaissent, sans qu'elles le sachent. Et donc, quand j'ai vécu cette affaire, je me suis rendu compte dans tout le processus qu'à un moment donné, je me suis dit, non, là, je vais me regarder moi-même et ressentir mon énergie. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette énergie? C'est quoi? Et c'est là que j'ai vu cette profonde ténèbre. J'ai vu que je rentrais dans un trou sans fond, dans un trou noir. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, parce que c'est pas parce que j'aime un homme et qu'il a une relation avec une autre femme que je devrais être dans un état pareil. Cet état est tellement dramatique et tellement profond. Il est tellement terrifiant. C'était physique, hein, c'était vraiment physique. C'est vraiment de la peur en même temps. Hein, c'était de la peur. Et tout d'un coup, j'ai vraiment vécu avec cette énergie. Et j'ai enlevé. C'est la même technique. Hein. Ce qui est très difficile, c'est de l'appliquer, la technique. Mais en fait, une fois que tu l'appliques, c'est très facile. C'est ce que je disais, un petit déclic, un petit saut. À un moment donné, tout d'un coup, tu vois, tout d'un coup, ça y est, t'es parti dans ton émotion, t'es parti dans ce bazar. Et l'émotion est toujours soutenue par un récit, par une élocution du récit. Parce que, comme je l'ai dit au début, le verbe renforce le concept. Hein. Donc, c'est pour ça, je répète, hein, que le mantra avec le souffle va aider à défaire un peu cette solidification du Netflix personnel. Hein. Donc on est tous dans notre propre Netflix personnel. C'est la richesse et en même temps l'enfer hein, de la condition humaine. Mais en fait, en tout cas, on a la capacité de travailler avec ça, ce qui est absolument miraculeux. Voilà. Et donc, une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, il faut que je travaille là-dessus. Et petit à petit,
Laisser l'énergie comme ça, elle se décante par elle-même. C'est comme un alambic. Hein. Il y a vraiment une véritable alchimie. Mais cette alchimie, bien sûr, c'est un accompagnement des éléments. C'est pas que soi-même, vous savez, vous prenez pas d'alambic et vous tapez pas dessus pour que ça aille plus vite. Il faut qu'il fasse son chemin, hein, pour créer cette quintessence. C'est une image, hein. Il n'y a aucune quintessence à créer, c'est pas nécessaire, mais c'est une image, hein. C'est une métaphore. Voilà, bah, c'est tout, c'est bien, ça a duré 1h05. Je vous embrasse, je vous remercie. Écoute Claire, j'attends parce que c'est une grande agora. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes invités à tous échanger sur ces thèmes. Je pense que ce sont des thèmes qui sont très riches et vraiment je vous invite à échanger avec moi, hein. Donc dans le futur on va chercher à créer des conversations. Vous pouvez aussi m'envoyer une vidéo que je publierai aussi en réponse, ou bien on se fait un zoom, on se fait un direct, enfin on verra, on trouvera des solutions aux soucis techniques parce que je ne suis pas très douée pour la technologie. Et en fait voilà, je vous embrasse, je vous salue bien. C'est L'île de Bi ou la béance des sens de Yuma Mudra aux éditions Le Souffle d'Or. La préface de Luc Biget, les illustrations extraordinaires dans le livre de Pierre Delvincourt. Donc attendez, je vais essayer d'en trouver une qui passera bien, j'espère, à l'image. Bon, une un peu sexy, puisqu'on parlait de... Voilà, très belle. Donc ça, c'est les 3 personnages féminins qui se rassemblent. Donc Pierre Delvincourt et la couverture de Anne Niesler, qui fait les couvertures de toute cette collection. C'est une nouvelle collection aux éditions Le Souffle d'Or, qui est une édition merveilleuse, qui a un nom aussi merveilleux que l'ambiance de l'équipe, qui est vraiment une équipe très humaine et très attentive. Voilà, et donc collection Pierre de Lune, c'est une nouvelle collection. Et L'île de Bi ou la béance des sens inaugure cette collection qui aura des illustrations de Anne. Je vais essayer de prononcer son nom correctement cette fois-ci, parce que je prononce toujours son nom autrement. Et donc là, Niesler. Voilà. Au revoir.